Avec la forte progression de la téléphonie mobile, le déploiement du haut débit et la multiplication des startups, le continent innove à grande vitesse avec des usages inédits. Quelle est la place de l'Afrique dans le monde de la nouvelle technologie? C'est le thème de cette nouvelle édition. Avec le digital, un nouvel écosystème économique, social et politique émerge sur le continent qui manque, paradoxalement, d'infrastructures et d'électricité. Quels sont les enjeux du digital? Peut-il vraiment apporter des solutions concrètes au quotidien? L'Afrique pourrait-elle servir de modèle au reste du monde? Quelles sont les limites à ce miracle numérique? Autant de questions que nous aborderons dans ce Washington Forum. Bonsoir à tous, bienvenue sur VOA Afrique, Raïssa Girondin avec vous. Pendant longtemps, on a parlé de fracture numérique en Afrique, avec la conviction qu'elle prendrait du retard dans le domaine des nouvelles technologies. Aujourd'hui, le mobile règne en maître. 70% des Africains ont accès au téléphone portable contre seulement 3% il y a 15 ans. Une révolution qui lui permet même d'être leader dans certains domaines et aussi agrandit l'éventail des possibilités pour les Africains. Du Maroc à l'Afrique du Sud en passant par le Nigeria et le Kenya, les sociétés africaines sont en pleine transformation. Le récit est d'Azuma Compaoré. Un drone pour livrer du sang à un malade dans un village reculé du Rwanda ou pour transporter des personnes dans une ville du Kenya. Ici au Maroc, on installe la plus grande centrale solaire d'Afrique, tandis que des smartphones made in Africa sont produits en Égypte, en Afrique du Sud et plus récemment au Rwanda. Et ici au Sénégal, c'est une ville intelligente que l'on construit. Autant de signes qui montrent que la révolution numérique en Afrique est bel et bien en marche. Entre les centres d'appel au Maroc, en Tunisie, à Madagascar et à l'île Maurice, les pôles de recherche et d'innovation avec en tête le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud, et les hubs d'innovation que l'on retrouve en Tunisie, au Rwanda ou encore en Côte d'Ivoire, l'écosystème numérique en Afrique est surtout caractérisé par la rapide croissance de l'industrie de la téléphonie mobile. En effet, selon une récente étude de l'agence de recherche GSMA, l'adoption de la téléphonie mobile en Afrique subsaharienne a connu une croissance rapide ces dernières années. Le taux de pénétration global des abonnés a atteint 44% en 2017 contre seulement 25% au début de cette décennie. Pour de nombreux consommateurs de la région, le téléphone mobile n'est pas simplement un appareil de communication. Il constitue également le principal canal pour se connecter à Internet, ainsi qu'un outil essentiel pour accéder à divers services qui améliorent la qualité de vie. La technologie améliore l'accès à de nouveaux services essentiels, tout en permettant l'émergence de nouveaux modèles commerciaux, prenant en charge des services clés tels que l'argent mobile et l'Internet mobile. Et l'accès à la connectivité mobile est aujourd'hui essentiel pour stimuler la croissance économique. En 2017, le GSMA estimait à 110 milliards de dollars la contribution de l'industrie de la téléphonie mobile au PIB de l'Afrique subsaharienne et à 3 millions le nombre d'emplois qui y sont supportés par l'industrie. Toujours selon l'agence de recherche, en 2025, il y aura 634 millions d'abonnés en Afrique subsaharienne, soit un taux de pénétration de 52%. Et plusieurs invités pour nous accompagner. En direct de Paris, Diana Brondel, fondatrice de Xalis, plateforme d'éducation financière pour les adolescents, avec des bureaux entre Paris et Dakar. Et l'offre sera commercialisée d'ailleurs dès la semaine prochaine. Et via Skype de Kinshasa, Luc Misitimbasi, président de l'association Pratique et promoteur d'Osiane 2019, le Salon international des technologies et de l'information et de l'innovation qui se tiendra à Brazzaville du 16 au 18 avril prochain. Et sur notre plateau, Azuma Compaoré, journaliste de VOA Afrique et présentateur du segment hebdomadaire Afrotech. Bonsoir à tous nos invités et merci d'être avec nous pour ce débat. Je commence par vous, Azuma. Oui. L'Afrique, c'est grand, c'est un continent, c'est 54 pays où il y a beaucoup de disparités dans ce domaine. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une évolution du numérique qui différencie d'un pays à l'autre ? Je pense tout à fait que l'évolution du numérique va être dépendante de l'écosystème immédiat, donc l'environnement immédiat. On sait par exemple que des pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya ou encore le Nigeria
ont déjà des facilités en termes d'accès. Donc, on parle de connectivité. La fibre optique, en l'occurrence, va faciliter aussi ces déploiements autour de plusieurs différents pôles. Mais en général, les disparités vont se ressentir surtout au niveau de l'environnement immédiat. Donc, pour un pays, par exemple, qui est, comment on dit en anglais, landlocked, donc qui est enclavé, avec pas d'accès à la mer, par exemple, donc difficilement connectable au niveau de la fibre optique et de l'Internet, on va ressentir aussi ces différents manquements-là. Mais en général, ces disparités, comme je l'ai dit tantôt, vont dépendre vraiment des infrastructures déjà en place. Diana, certains pays ont l'impression d'être moins connectés que d'autres, comme le soulignait Azuma. Ils ont pourtant sauté certaines étapes en passant, par exemple, de l'usage des cartes de débit ou crédit en ligne à un portefeuille dématérialisé comme le mobile money, des choses qu'on n'utilise pas, par exemple, aux États-Unis et en Europe. Votre réaction ? Non, mais bien entendu. En fait, il se passe quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que les gens en Afrique sont aussi très tactiques. Ils arrivent à détourner des usages. C'est vrai que quand on compare des marchés occidentaux dans lesquels on a des comptes bancaires formels, des cartes de retrait, de paiement, et on a un système bancaire formel, c'est beaucoup plus facile d'être inclus financièrement. Par exemple, en Afrique subsaharienne, c'est vrai que le mobile money a complètement explosé, mais c'est aussi finalement une solution de repli parce que les gens n'ont pas accès au système bancaire formel et c'était une façon d'inclure des gens qui étaient jusqu'à présent un peu exclus du système. Que la spécificité de l'Afrique, est-ce que c'est donc de récupérer des technologies, de les adapter à son marché et ses réalités ? Bien sûr, en fait, je pense que il y a des technologies, il y a des choses qui vont émerger en Afrique et puis il y a des choses qui ont émergé dans des pays émergents et dans des pays développés et qui font l'objet d'usages un petit peu modernes et différents en Afrique. Si on prend par exemple des plateformes, donc si on reste toujours sur le domaine du mobile money, aujourd'hui en Afrique, avec du mobile money, vous pouvez payer vos factures, l'école de vos enfants, votre téléphone devient finalement même un facteur d'identification nationale. Hein. Il y a un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne, francophones, anglophones, qui travaillent justement sur le téléphone et le numéro de téléphone comme un facteur d'identification, parce qu'on se rend compte que aujourd'hui, même si une partie des Africains ne sont pas déclarés à la naissance, avec une pénétration mobile qui est supérieure à 110%, on se rend compte que tous les Africains ont des téléphones. Donc travailler sur des schémas qui permettent de lier par exemple l'Africain avec son numéro de téléphone, ça permet en fait d'avoir le téléphone comme une empreinte numérique et une carte d'identité numérique. Merci Diana. Azuma, où est-ce que l'Afrique s'est le mieux illustrée, dans quel domaine ? Alors, dans le domaine de la communication, des télécommunications, on parle de ça, c'est la révolution de la téléphonie mobile partout. Elle le disait tantôt, même dans les zones les plus reculées. Vous avez cette image iconique de ce Maasai au Kenya qui est en train d'utiliser un téléphone. C'est vraiment symbolique de cette pénétration-là de la téléphonie mobile. Je dirais aussi que les coûts de télécommunications ont relativement baissé, ce qui a permis aussi aux uns aux autres d'avoir accès à de meilleures communications, de pouvoir être en contact avec que ce soit en termes de business, donc avec leurs clients, avec aussi leur famille, de façon plus instantanée, mais à des coûts abordables. On n'a pas eu encore Luc, je voulais qu'il rebondisse sur le sujet. Luc, est-ce qu'il y a des domaines dont certains pays ou certaines autorités ne s'accaparent pas dans le numérique? On ne va pas dire que certains pays ne s'accaparent pas, mais il y a un problème on va dire, d'appropriation, de compréhension, d'information. Certains pays n'ont pas encore compris l'intérêt. Bon, ils l'ont compris tard parce qu'aujourd'hui tout le monde le comprend, mais certains l'ont compris un peu plus tard que d'autres et n'ont pas fait forcément leur priorité. Mais les choses sont en train de changer. Est-ce que vous pensez justement que la spécificité de l'Afrique, c'est justement de récupérer ces technologies et puis de se les approprier ? Alors, je suis parfaitement en accord avec mes deux prédécesseurs qui ont bien démontré la spécificité de l'Afrique avec l'adaptation de ces technologies et l'impact, le rôle que joue par exemple le mobile pour un peu résoudre certains problèmes, apporter des solutions là où on n'avait pas.
Et puis, la vraie question, c'est qu'on ne pourra pas avoir le contenu comme on a en Europe, c'est sûr, c'est certain. Il faut s'adapter, il faut savoir adapter nos usages à ces technologies, il faut savoir en faire bon, essayer de voir où on est fort en nos cultures, dans tout ce qui touche nos habitudes, parce que c'est que là qu'on peut créer du vrai contenu sans que pour autant dépendre du contenu occidental. Merci Luc. Diana, beaucoup de gens pensent que le numérique sur le continent, c'est infaisable en raison de la qualité déjà du réseau électrique et des infrastructures en général. Alors, est-ce qu'on peut vraiment développer le numérique dans un environnement comme celui-là? Est-ce qu'on n'est pas handicapé? Alors pour rebondir, et ça va complètement faire le lien avec ce que disait Arzouma tout à l'heure en début de propos, il est bien entendu nécessaire d'investir dans des infrastructures et dans la connectivité. Arzouma citait le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya. Lorsqu'on regarde justement le monde du digital et de la start-up, ce sont eux qui concentrent plus de 78% de tous les investissements qui sont faits, qui ont la plus forte croissance dans ce domaine-là, mais aussi parce qu'ils sont très en avance par rapport aux autres pays africains en termes de connexion, de connectivité et d'intégration finalement à l'échelle mondiale, quoi. Luc, si vous permettez, je vais oui, juste sauter là-dessus. On parle de numérique, mais je pense que c'est important de préciser que quand on pense par exemple à l'énergie renouvelable, dans le solaire par exemple, on voit qu'il y a des pays qui font des gros pas, qui font des grands pas. Alors, le Maroc, on l'a vu dans le propos qu'on a pu suivre au début. Mais aussi le Rwanda, par exemple, qui récemment a lancé un satellite pour pouvoir distribuer Internet dans les zones rurales et permettre justement aux écoliers qui sont dans ces zones-là, difficiles d'accès, d'avoir accès à Internet. Donc, la conscience que la connectivité est très importante va vraiment en fait faire la différence. Azuma, Luc, on parle beaucoup, là on parlait des infrastructures, mais qu'en est-il du capital humain pour former les gens? Qu'en est-il? Alors, je reviendrai, mais j'aimerais rebondir un peu rapidement sur la question précédente, parce que, vous savez, c'est vrai qu'il y a des problèmes d'énergie, des problèmes, on va dire, de l'environnement, autre que télécom, que les infrastructures télécom, qu'on parle souvent de l'énergie. Mais c'est vrai, mais il faut être c'est un peu mitigé. Pourquoi? Parce que vous savez, on a quasiment un taux de pénétration du mobile, on a eu un taux de pénétration du mobile qui dépassait 100%, parce que même dans des villages où il n'y avait pas d'électricité, on a apporté le mobile. Il y avait peut-être pas le groupe électrogène, c'était peut-être pas la meilleure solution, mais il y avait des solutions. Ce ne sont pas des solutions énergétiques, des solutions, on va dire, environnementales. C'est vrai que la qualité de service avec Internet est meilleure, et plus exigeante plutôt, mais on peut y arriver quand on se donne les moyens. Donc ce n'est pas seulement un frein. Après, le capital humain, pour revenir là-dessus, c'est l'un des problèmes, parce que vous savez, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Mais c'est quoi l'intelligence artificielle? Ce n'est que des algorithmes, c'est que des mathématiques, c'est des logiques qu'on apprend à l'université, qu'on apprend en mathématiques, après qu'on essaie de transformer, de transporter sur une plateforme un peu informatique. Et ça, il faut former les gens. Il faut, au-delà de beaucoup de moi, je pense que on parle de start-up, on fait des petites entreprises qui se créent, mais le vrai problème, c'est former des gens qui vont pouvoir demain avoir une bonne lecture de ce qui se passe aujourd'hui, l'Internet des objets, comment aujourd'hui on connecte des objets entre eux, des applications. C'est aussi d'abord de la formation, c'est aussi d'abord la création des centres de compétences, c'est aussi la formation des universitaires, de jeunes étudiants qui peuvent développer toutes ces applications en passant par les sciences et par les mathématiques aussi, pas que du code. Merci Luc. On revient après une courte pause. On parlera là dans la seconde partie de la volonté politique de faire du digital une priorité. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Raïssa Girondin, toujours en votre compagnie, avec nos invités en direct de Paris, Diana Brondel, fondatrice de Xalis, plateforme d'éducation financière pour les adolescents, avec des bureaux entre Paris et Dakar. Via Skype de Kinshasa, Luc Misitimbassi,
président de l'association Pratique et promoteur d'Osiane 2019, le Salon international des technologies de l'information et de l'innovation. Et sur notre plateau, vous le connaissez, c'est Azuma Kompooré, journaliste de VOA Afrique et présentateur du segment hebdomadaire Afrotech. Nos téléspectateurs ont réagi en ligne. Quelques commentaires Facebook. Raymond Louchima de la RDC dit les limites du numérique sont une faible proportion d'accès due à la pauvreté ainsi que le manque d'électricité qui perturbe sa qualité. Gauthier Moyango de la RDC. On a beaucoup de gens de la RDC. Il faut une forte intervention des politiques et des opérateurs télécoms pour accélérer ce processus de mutation technologique dans l'avenir, dans le futur. Davantage de start-up africaines vont se développer en s'adaptant aux réalités locales. Et Alphonse Mbouaki de la RDC dit un des problèmes depuis la révolution numérique, c'est qu'on fait face à des escrocs et des arnaqueurs en ligne. Une autre difficulté, c'est la coupure d'Internet, des services SMS, des réseaux sociaux pour des motifs politiques, comme au Tchad où Internet est coupé depuis 1 an. Alors, Arzouma, est-ce que le numérique et cette révolution, elle est perçue des fois comme une menace par certaines autorités politiques? Alors, bien évidemment, on peut imaginer que c'est une menace parce que, bon, on a vu un peu les exemples il y a quelques mois lors des élections. On essaie de contrôler justement ce moyen d'expression-là, Internet étant justement accessible à tout le monde. Mais je dirais que c'est plus une opportunité. Même pour les hommes politiques. Aujourd'hui, les chefs d'État peuvent échanger directement avec leurs citoyens, avec leurs concitoyens, et ils arrivent à passer des messages et avoir aussi un retour, donc un feedback qui leur permet de pouvoir évaluer un peu leur politique en fait. Et je pense que ça, c'est aussi tous les avantages qu'il faut regarder. Donc ça dépend. Quand Internet s'était créé il y a quelques années déjà, on ne s'imaginait pas que ça allait avoir cette répercussion. Mais c'est une question d'adaptation. Comment est-ce qu'on fait cette transformation digitale au niveau des sociétés? C'est ça qui est important. C'est comment on arrive à penser ça qui va déterminer comment on utilise et comment on met en place justement certaines régulations, comme M. Alphonse Mbouaki le disait tantôt, pour éviter justement qu'on ne se fasse arnaquer. Comme les brouteurs voilà, au Côte d'Ivoire. Les fameux brouteurs qu'on connaît. Mais c'est surtout ça, c'est comment protéger justement la vie finalement des citoyens et il faut y penser. Diana, cette volonté politique, est-ce qu'elle doit se traduire par la création d'un lieu d'innovation, par exemple comme le Rwanda, qui a un hub technologique à Kigali, ou comme la Silicon Valley aux États-Unis? Est-ce qu'on peut développer le numérique chez nous sans ce lieu et ce type d'infrastructure? Alors, je pense effectivement, Raïssa, qu'il faut développer ces lieux d'innovation. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu le propos et la question que vous avez posée à Luc tout à l'heure sur le capital humain. C'est que pour que l'Afrique puisse aussi s'autosaisir et monter des startups, des entreprises qui répondent et adressent les besoins des Africains, il faut qu'on ait des catalyseurs de compétences. Luc, je vous renvoie la balle. Est-ce que vraiment cette volonté politique est de se traduire par un lieu concret qui regroupe en fait tous les acteurs, toutes les startups? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, non, je ne pense pas que c'est le seul moyen de manifester ou de constater une volonté politique. Il y a surtout, on a beaucoup parlé de ça, un investissement important dans certains pays. C'est le cas du Congo-Brazzaville, mon pays. C'est l'État qui a payé les infrastructures, les stations sous-marines, qui a payé les backbones. Et donc là, c'est une forme on va dire, de volonté politique manifestée. Après, il y a effectivement, tout ce qu'on parle de start-up, il faut se dire que bon, les start-up derrière, c'est des achats d'entreprises, c'est beaucoup de mécanismes financiers qui n'existent pas encore en Afrique. Et ici, il faut plutôt voir comment on accompagne des jeunes créateurs, comment on accompagne des jeunes qui ont des idées à les développer et arriver à créer des entreprises qui vont répondre elles-mêmes aux besoins des populations. Et l'autre élément qui est très important dans ce domaine toujours du capital humain, c'est de créer de l'activité autour du numérique, c'est comment on améliore le climat des affaires dans des entreprises qui sont quasiment naissantes et dans des niches qui ne sont pas encore régulées, parfois qui sont des niches d'opportunités qu'on freine par la fiscalité, qu'on essaie de ne pas laisser s'étendre parce qu'on croit qu'on va vite faire du chiffre d'affaires comme des grandes sociétés de la Silicon Valley. Il faut qu'il y ait en fait un accompagnement réglementaire, qu'il y ait un cadre juridique qui accompagne ces entreprises. Et ça, c'est une manifestation d'une volonté politique. Et je pense qu'il n'y a pas que
effectivement, les startups, les incubateurs, ce sont des éléments essentiels, mais ce n'est pas suffisant. Merci Luc. Diana, on vous retrouve. Il y a certaines innovations africaines qui sont des produits d'une coopération avec d'autres pays, comme la vôtre par exemple, avec votre produit financier. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez aux coopérations nord-sud dans le domaine du numérique? Bien sûr. En fait, je pense que les pays africains peuvent leverager des technologies qui sont déjà développées, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord ou en Asie, pour venir les adapter, pour servir des besoins qu'on a sur le continent africain. Et à l'inverse, je pense aussi qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'innovation, beaucoup d'idées en Afrique, des usages qui peuvent trouver leur place dans le monde, dans le monde occidental. Moi, effectivement, je développe une plateforme, donc je suis dans la start-up et dans la fintech. Donc je monte une banque pour les adolescents, pour les éduquer financièrement, et tous les développements technologiques, toute l'intelligence logicielle est faite par une équipe qui est basée à Dakar. Donc ça fonctionne. Il y a du potentiel et il y a de la place pour faire ce type de coopération, pas que le Nord vers le Sud, mais aussi faire rayonner le savoir-faire du Sud pour mettre sur le marché des solutions dans des pays développés. Azuma, parlons de la télécom et géopolitique maintenant. Avec le développement de la 5G, donc normalement qui nous fait aller beaucoup plus rapidement dans l'information, on voit au niveau mondial qu'il y a une guerre, qu'il y a une grande bataille entre la Chine et les États-Unis. Ces deux puissances qui ont pour projet en fait d'équiper l'Afrique concrètement. Les pays occidentaux suspectent l'entreprise, notamment Huawei, d'espionnage. Alors, est-ce que l'Afrique, elle a son mot à dire dans cette bataille et quel est l'enjeu concrètement? Vous l'avez dit, l'enjeu, il est là, il est à la fois politique, il est économique, il est social, il est stratégique. C'est le moment pour l'Afrique de se dire, on veut faire partie de l'équation et ne pas être en dehors de cette équation-là. Alors, ce qu'il faut, je vais un peu remettre les choses un peu peut-être en contexte. Alors, les pays occidentaux ont bénéficié en fait d'une histoire en termes de technologie. L'ère industrielle, on a mis en place des infrastructures lourdes qui fonctionnent. Ce qui fait que tout changement dans des zones où il y a déjà un existant est difficile. Okay? Donc, en Afrique, l'avantage, c'est que on n'a pas ces lourdeurs d'adaptation. On peut tout de suite sauter, on peut faire le leapfrogging et puis adapter ou adopter ces nouvelles technologies rapidement. Aux États-Unis, par exemple, pour adopter les nouvelles technologies, c'est plus difficile parce qu'il faut voir qu'est-ce qu'on fait des autres, qu'est-ce qu'on fait de ce qui existe déjà. Le système qui fonctionne depuis 30, 40, 50 ans. Est-ce qu'on se débarrasse simplement ou alors il faut trouver le moyen d'intégrer ça? On n'a pas ces mêmes handicaps en Afrique, ce qui fait que c'est un avantage. Parlons de la 5G, justement, quand on parle les connexions vont aller plus vite, on parle de Internet des objets et tout, donc connecter les objets entre eux, on n'a pas en Afrique besoin d'attendre pour sauter et puis rejoindre justement ces nouvelles technologies. Oui, mais là, du coup, si les Occidentaux, que ce soit la Chine ou les États-Unis, peuvent avoir un contrôle, enfin équiper l'Afrique, ils peuvent avoir un certain contrôle des données à des applications. L'enjeu, il est où? Comment l'Afrique peut s'en sortir? Alors, donc, vous avez parlé de plusieurs choses en même temps, mais je pense que l'élément essentiel, c'est justement de se dire, on ne veut pas être laissé à côté. Donc déjà, être présent, ça va être important. On a déjà des spécialistes, on a des techniciens, on a des experts qui s'y connaissent dans les domaines. La question maintenant, c'est comment on arrive à imposer aussi notre part, notre quota d'expertise dans ces réunions, dans ces grandes décisions qui sont prises. Luc Missiti-Mbassi, je voulais vous faire réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais cette question est très importante parce que c'est un volet économique, mais pas économique simplement auprès de celui qui vend les produits, qui les équipe. Mais vous savez, quand on est télécom, on investit pour 10, 15, 20 ans. Donc quand vous introduisez des équipements de télécommunications dans un marché, vous êtes présent pendant une longue durée. C'est-à-dire que vous êtes en train de stabiliser, garantir votre économie du futur, votre business. Et là, ce qui se passe en Afrique, c'est pas parce que l'Afrique ne construit pas d'infrastructures, n'est pas un équipementier. Il n'y a pas d'équipementier africain, il n'y a pas de producteurs de câbles ou d'équipements de télécommunications. Ce qu'il y a en Afrique, il y a des consommateurs. Et ces consommateurs-là, on leur vend parfois des produits dont ils ne sont pas les designers, dont ils ne sont pas les sélectionneurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on design des produits pour l'Occident, ils ne sont pas forcément adaptés pour l'Afrique. Il faut qu'il y ait des ingénieurs qui font ce qu'on appelle
des études de marché, déjà pour voir quels sont les produits qu'il faut. Ils designent aussi la durée de vie de ces produits, parce qu'il arrive parfois que des gens, que vous commandez des équipements 5 ans avant, la technologie a évolué, on vous les livre 2-3 ans et ils sont en fin de vie. Et en fin de vie, vous êtes obligé de renouveler et investir à nouveau et vous ne bénéficiez pas de ces services. Donc, il faut être présent dans la conception de ses propres réseaux, de ses propres infrastructures. Il faut aujourd'hui que les Africains commencent à bâtir eux-mêmes les réseaux qu'ils sont en train d'utiliser. Et Merci, là, la bataille est très importante. Le choix aussi des équipements est important. Est-ce qu'il faut la 5, la 4 ou la 5G en Afrique? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser aussi. Diana, est-ce que vous voyez apparaître dans l'avenir une très grande entreprise africaine du digital qui pourrait même se hisser au niveau des fameux GAFAM, les Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft? Mais alors, bien sûr, en fait, c'est le souhait qu'on formule. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est effectivement, il y a des très grandes entreprises digitales en Afrique qui sont implantées dans de nombreux pays. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que lorsqu'on prend des acteurs comme Jumia, c'est quand même un groupe allemand, Rocket Internet, qui est derrière. Quand on prend un acteur comme Frontier Car, qui vend des voitures au Nigeria, c'est aussi une boîte allemande. Donc, il y aura effectivement et de manière certaine de grandes entreprises africaines. Seront-elles dans la génération à court moyen terme cofondées par des Africains? C'est pas certain. Et donc, je pense effectivement, pour rejoindre Arzouma et Luc, c'est qu'il y a aussi un vrai sujet de souveraineté numérique et de souveraineté technologique. Et il faut que les Africains se saisissent du débat pour aussi avoir des solutions qui sont adaptées pour tout le continent. Et c'est ainsi, c'est comme ça, ce sont les conditions, je pense, sine qua non pour faire émerger une grande start-up digitale africaine. Azuma, qu'est-ce qu'il faut faire dans les années à venir pour ne pas louper le coche et pour contourner tous les obstacles qu'on a cités précédemment? Premièrement, je dirais éduquer. Éduquer, donc on parle de media literacy, on parle de sensibiliser en fait les citoyens à comprendre l'avantage que la technologie numérique, la téléphonie mobile et tout peut apporter au-delà de ce qu'ils voient ou ce qu'ils peuvent imaginer. Parce que on utilise généralement à peine 10 ou 20% de ce que ces outils-là, quand on prend un téléphone portable ou un smartphone ou un téléphone idiot, comme on dit, il fait beaucoup plus que ce qu'on fait avec. Mais comment sensibiliser, comment apprendre aux populations qu'on peut faire beaucoup de choses avec et aller au-delà justement de ce qu'on voit. Ça, c'est le numéro 1. Donc, l'éducation, s'assurer qu'au niveau de l'éducation, on pourra mettre les choses en place. Mais aussi, il faut que les gouvernements comprennent qu'il faut s'associer avec le privé. Donc, là, je pense qu'on a besoin d'une plus grande association secteur privé, secteur public, pour que justement le public rattrape très souvent le privé qui est très souvent en avance. On rencontre des start-up, des chefs d'entreprise qui vont dans des pays, dans des conférences et qui donnent des exposés, qui font des présentations sur des technologies qu'ils développent, alors que les pays en Afrique même n'ont pas commencé à mettre en place ou à implémenter certaines de ces technologies ou les bases de technologies-là. Merci beaucoup Azuma Compaoré. Je remercie tous mes invités. Diana Brondel, fondatrice de Xalis, qui sort la semaine prochaine. Luc Misidimbassi, le président de l'association Pratique. Et son événement se tiendra du 16 au 18 avril prochain à Brazzaville. Et merci Azuma, merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre site internet et sur notre page Facebook. Excellente suite de programmes.